Merci d'abord de votre invitation. Je suis ravi de participer à ce colloque de la Macken dont je suis les activités depuis déjà plusieurs années. La qualité de l'éducation et les comparaisons internationales sont au cœur de ce colloque et j'ai été invité à vous parler de la façon dont les comparaisons peuvent nous aider à améliorer l'autre, la qualité. La notion de qualité est compliquée parce qu'elle peut référer à une conformité à des standards définis de l'extérieur. Elle peut donc être très proche d'une perspective un peu exogène de performance. Mais elle peut aussi référer à des questions de qualité de vie, de bien-être dans l'école. Et c'est évidemment là un élément de qualification aussi d'une éducation de qualité, sans que cela d'ailleurs s'oppose forcément à des enjeux d'efficacité et de performance. D'ailleurs, au niveau des comparaisons internationales, on a eu au cours de la dernière décennie beaucoup de comparaisons qui plaçaient cette question au cœur d'une approche de la qualité en éducation, que ce soit les études de l'OCDE, PISA, mais aussi des études de l'UNICEF, des rapports de l'UNICEF, des rapports du CNESCO en 2017 sur la qualité de vie des élèves, un autre sur la qualité de vie des enseignants et le bien-être. En France encore, les enquêtes d'Éric Debarbieux sur le climat scolaire intègrent une dimension internationale. Et de façon générale, ces enquêtes révèlent finalement, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que la plupart des élèves euh, ont, euh, sont assez satisfaits de leur vie à l'école. Et c'est d'autant plus le cas lorsqu'ils expriment une envie de réussite. C'est ce qui fait que l'anxiété aussi liée au travail scolaire, en plus aussi d'une prévalence aussi du harcèlement à l'école, sont à la fois des sources de stress, de mal-être et de moindre performance scolaire. On sait que l'anxiété est un sentiment, une émotion qui touche plus d'un élève sur deux en moyenne dans les pays de l'OCDE. Mais de façon générale, il apparaît quand même qu'une majorité d'élèves, 4 sur 5 selon les études de PISA, se disent d'accord ou tout à fait d'accord avec des affirmations comme je me sens bien à l'école ou je me sens chez moi à l'école. Mais, parce qu'il y a un mais, la satisfaction à l'égard de la vie à l'école des élèves est moindre, bien moindre chez les enfants de milieux défavorisés. Ça a été montré notamment par les travaux de l'UNICEF et de l'OCDE. De façon générale, plus les pays sont inégalitaires sur le plan économique, plus les écarts de satisfaction de vie entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés s'accroissent. En France, en particulier, les choses ne s'arrangent pas, puisque depuis 2015, un certain nombre de rapports ont montré que, en France, les écarts de satisfaction de vie à l'école sont particulièrement élevés entre les enfants favorisés sur le plan économique et les enfants défavorisés. Parmi les 35 pays enquêtés dans le cadre d'une étude pour l'UNICEF, la France figure parmi les 8 pays les plus inégalitaires. Un autre élément intéressant, c'est que la qualité de vie, le sentiment de bien-être dans l'école apparaissent peu corrélés aux résultats scolaires des élèves et à leur score au test PISA. Ce qui signifie simplement, et ça n'est pas une information inutile, que l'excellence académique ne va pas du tout de pair avec une meilleure ou un meilleur sentiment de bien-être chez les élèves. C'est sans doute lié aussi au fait que ceux-ci intériorisent une forme de pression individuelle à la réussite. Si on prend l'exemple du Japon, par exemple, qui est classé parmi les plus performants de l'OCDE dans une enquête PISA, celle de 2015, 2018 était également bien placé, bien, c'est le pays dans lequel on comptabilise un pourcentage d'élèves se déclarant très satisfaits de leur vie à l'école parmi les plus faibles. Le bien-être des élèves dépend beaucoup plus de la perception qu'ils ont du soutien de l'institution, des enseignants, de l'aide dont ils bénéficient dans les apprentissages, des encouragements, de la différenciation. De la même manière qu'une relation forte entre l'école, les enseignants et les parents est perçue très positivement par ces mêmes élèves.
et jouent en faveur donc de leur bien-être, et de leur performance scolaire. Le cas de la France est particulièrement interrogeant. Dans cette enquête récente de l'OCDE de 2018, eh bien, il apparaît qu'une proportion très significative d'élèves aiment peu ou n'aiment pas du tout l'école. Et ce pourcentage augmente au cours de la scolarité. Ce qui est préoccupant, c'est que comparativement aux élèves des autres pays, les élèves français ont une évaluation beaucoup plus sévère de l'école, plus négative. Donc à l'échelon international, les enquêtes comparatives classent assez bas la France sur ces indicateurs de qualité de l'éducation que sont le bien-être et aussi, de manière plus spécifique, le stress ressenti pour le travail scolaire ou le soutien de l'institution de l'école. Alors pourquoi je commence par cela avant de parler de formation des enseignants, puisque c'est l'angle d'attaque de la question de la qualité que je vous ai proposé. D'abord parce qu'on sait que les comparaisons internationales ont montré depuis longtemps que la France est championne du monde riche des inégalités scolaires, en tout cas si on suit tous ces rapports que je viens d'évoquer, et qui ont montré que la France, c'est quand même pas un mince diagnostic, traitait non seulement ne traitait pas mieux, mais traitait moins bien les élèves les plus défavorisés. Le poids des inégalités scolaires est évidemment un indice, le plus important sans doute, de la qualité de l'éducation. Et parce que les inégalités scolaires, elles se construisent d'abord dans des classes avec des enseignants qui sont plus ou moins préparés, formés justement pour prendre en charge les différences et les formes d'apprentissage, eh bien, ça pose évidemment la formation des enseignants comme un élément clé pour concourir à une éducation de qualité. Or, on parle en France, comme ailleurs, à l'envi d'inclusion, d'éducation inclusive. Mais au-delà des éléments juridiques très importants qui ont trait à l'accessibilité à l'éducation, les comparaisons internationales nous font simplement observer qu'il y a de fait, ça a été aussi montré depuis longtemps par les travaux de recherche en sciences de l'éducation, en sociologie ou en didactique, une inégalité de traitement, pas seulement de performance, mais bien de traitement des élèves défavorisés. Et c'est quand même un élément important qui, si l'on s'en tient aux études récentes, et celles du CNESCO par exemple, qui montrent que certains élèves défavorisés sont renforcés par l'école dans leur situation de défavorisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à moins que les autres à des enseignants chevronnés, expérimentés, du fait de la façon dont sont conçues les carrières enseignantes, qu'ils bénéficient de moins de sérénité dans l'apprentissage du fait d'une forme de concentration des élèves défavorisés dans des environnements scolaires plus sensibles, où le climat scolaire peut être dégradé, que les conditions d'apprentissage de fait sont elles-mêmes dégradées par une prise en compte très très relative, voire nulle, de ces spécificités par les politiques, et au fond, on pourrait dire du fait d'une renonciation progressive à la mixité sociale qui fait que certains établissements sont stigmatisés et que cela renforce une forme de logique consumériste qui s'est développée depuis déjà plusieurs décennies du côté des usagers. On pourrait même ajouter à cela que les élèves défavorisés et qui en ont le plus besoin bénéficient moins que les autres du soutien hors l'école, dans un contexte justement où l'éducation parallèle, où l'éducation de l'ombre se développe fortement et bien sûr de manière globale et pas qu'en France. Bref, être le pays le plus inégalitaire des pays de l'OCDE ne tient évidemment pas qu'à ces remarques, mais on peut les signaler parce que c'est une manière de dire qu'on ne peut pas penser la qualité de l'éducation sans interroger les politiques publiques en matière d'éducation, d'inclusion et donc, j'y viens, de formation des enseignants, qui est au cœur de la question de la qualité. Les deux anciens ministres de l'Éducation qui ont ouvert ce colloque, Najat Vallaud-Belkacem pour la France et Olli-Pekka Heinonen pour la Finlande, ont insisté l'un et l'autre sur cette question de la formation des enseignants et de leur qualité comme facteur essentiel de la qualité des systèmes éducatifs. Poser en effet cette question sous l'angle de la formation des enseignants, cela revient à poser la question de l'orientation des moyens et donc des politiques. Moyens qui peuvent se penser sur un plan financier, bien sûr, mais aussi sur un plan curriculaire.
sur le plan de l'organisation des structures, même de l'offre éducative, de la formation, en temps, en organisation des temps de l'éducation, et qui irait effectivement dans le sens d'une éducation de qualité. Si on prend les structures, les indicateurs sont très distinctifs sur ce plan. La France a depuis longtemps fait le choix du tronc commun comme idéal et égalitaire, versus une orientation précoce et différentielle, comme c'est pratiqué dans des pays comme l'Allemagne. La conception des savoirs et des compétences scolaires est en France très disciplinarisée, dans un modèle, on pourrait dire, quasi facultaire des contenus scolaires. On trouve d'ailleurs, de manière tout à fait intéressante, une forme de prolongement de cette conception de l'offre scolaire dans la formation des enseignants et la manière dont elle est conçue. On y déploie un modèle consécutif, centré principalement sur l'expertise disciplinaire et scandé par des concours qui demeurent très académiques. Et de la même manière que pour l'école, le travail lui-même, le monde du travail est maintenu à distance, avec une conception à minima de la dimension professionnelle, extracurriculaire de la formation. Or, on pourrait tout à fait travailler sur des contenus disciplinaires en intégrant des enjeux de mobilisation des plus vulnérables dans l'apprentissage. Et alors, on pourrait dire qu'on irait vers une préoccupation d'éducation inclusive. Mais cela supposerait d'abord de s'intéresser en formation à l'enfant en développement, à la relation éducative et pédagogique. Or, le logiciel reste assez académique et la relation n'est pas, aussi étonnant que cela puisse paraître, au cœur de la formation des enseignants dans certains pays, et notamment dans les pays d'Europe du Sud. C'est pourtant une évidence de dire qu'éduquer est un travail relationnel. Et cependant, ce qu'on observe, moi ce que j'observe en tant que formateur d'enseignants, c'est que ça reste une part très peu formalisée, quasiment tue, absente, redoutée, on pourrait dire même, de la formation des néo-enseignants. On parle effectivement des savoirs, on a raison de le faire. On parle des devoirs, des valeurs à construire et à partager, de professionnalité à construire, de communauté éducative. On parle évidemment aussi beaucoup d'inclusion et de bien-être. Mais se préoccupe-t-on de créer les conditions de la rencontre, de la relation qui conditionne tout cela? Une relation avec les enfants, bien sûr, mais aussi avec les familles, avec les parents, avec les autres partenaires de l'éducation, qu'ils soient internes ou périphériques. L'enjeu, évidemment, est celui de la construction dès la formation de la capacité à entrer dans des alliances éducatives qui débordent évidemment de l'activité d'enseignement stricto sensu. Le problème, c'est que la norme scolaire reste très forte et utiliser simplement des mots comme ceux que je viens de citer, à savoir la relation, la pédagogie, équivaut pour beaucoup à transiger sur l'essentiel, l'exigence. L'exigence de quoi? Pour penser la qualité d'une éducation juste et inclusive, comme on dit désormais, penser que la formation et l'accompagnement dans la relation est première, ce n'est pas une renonciation. Mais on feint de croire en France, dans le monde scolaire, que le savoir est premier dans la mission d'émancipation portée par les enseignants et qu'au fond, la relation et sans doute même l'éducation demeure seconde. Cependant, que le savoir n'est plus seulement un horizon émancipateur, mais devient aussi un facteur de protection de la relation, d'illusion de la relation, de l'altérité, de l'engagement émotionnel. Peut-on penser effectivement éduquer et inclure sans référence à cet engagement relationnel et émotionnel? On peut sans doute, mais on prend pas mal de risques à nier cela, car cet aspect relationnel et même émotionnel, donc, dans la relation enseignant et enseigné, il est toujours présent, qu'on le veuille ou non. Et plus on l'évacue, plus il fait son œuvre, sans maîtrise, sans garantie quelconque sur ce qu'il produit sur autrui et sur les enseignants eux-mêmes. Et là se niche précisément la construction des inégalités. Simplement parce qu'on laisse les enseignants se débrouiller finalement avec l'essentiel et donc être éprouvés eux-mêmes par ce
que ce sont des épreuves professionnelles, en effet, qui sont solitaires, qu'ils traversent. Ensuite, parce que ça produit des effets non délibérés sur les autres, sur les élèves, et ça favorise des phénomènes d'affinité ou de reconnaissance culturelle entre les enseignants et certains élèves, renforçant de fait les inégalités par lesquelles, justement, j'ai commencé cet exposé. Au fond, ça vide littéralement l'enseignement de toute capacité d'être inclusif et peut-être même d'être éducatif que de ne pas placer la relation au cœur de la formation des enseignants. Non, le savoir ne fait pas autorité. Il peut exclure, il peut être placé au service du verdict scolaire et donc servir une certaine conception méritocratique de l'éducation scolaire. Il peut au fond permettre de faire le tri quand tout le monde joue le jeu. Mais seule la capacité finalement construite à entrer en relation permet à la fois d'exercer une autorité et d'inclure. Alors justement, et j'y viens, les comparaisons internationales nous confrontent à des expériences très intéressantes sur ces différents plans quant à la place donnée à ces enjeux dans la formation et l'accompagnement des enseignants ordinaires. Dans les rapports fondés justement sur des comparaisons internationales que nous avons produits l'an dernier pour le CNESCO, on repère justement la part très relative de chacune des deux types de formation académique versus professionnelle. Le professionnel intégrant la réflexion didactique et pédagogique sur la discipline, entendons-nous, elle est très variable suivant les pays. Elle peut aller de 10 à 70% selon les pays. Évidemment, la France, que j'évoquais à l'instant, se distingue par une part très faible dans cette partition. Et de manière générale, cette partition entre l'académique et le professionnel, il est évidemment très indexé à l'organisation même des curriculums, des disciplines, des formes de recrutement et de formation, courte ou longue, des enseignants, mais aussi la place de l'organisation de l'école dans cette formation. On repère classiquement, et je ne vous apprendrai rien, deux types d'organisation de la formation des enseignants. L'une est consécutive, c'est celle que nous pratiquons en France et dans d'autres pays d'Europe du Sud, et donc centrée sur les disciplines, avec une attention qui d'ailleurs n'est pas forcément didactique, puisque nous avons des enseignants recrutés qui viennent du fait d'une logique disciplinaire, souvent monodisciplinaire en licence, des enseignants qui en France arrivent et doivent se former à d'autres disciplines quand ils ambitionnent notamment d'enseigner dans le premier degré. Et dès lors, la dimension disciplinaire devient strictement réduite à des enjeux de savoir à enseigner et pas de savoir pour enseigner. Ça, c'est dans le meilleur des cas. De fait, la formation professionnelle est courte, elle est parfois inexistante, dans une logique qui reste très centrée, anxieusement centrée, du fait des concours, sur les contenus disciplinaires. A contrario, on a un autre modèle qui fait son chemin en Europe et dans le monde, qui est beaucoup plus simultané et qui, au contraire de ce qu'on vient d'évoquer, conçoit le développement professionnel des enseignants sur du temps long, avec une formation initiale elle-même très longue et une conception beaucoup plus processuelle, coopérative et réflexive de la formation initiale et continue, en travaillant notamment l'articulation entre les deux. La particularité de la formation, c'est que c'est une action, on pourrait dire, qui ne s'épuise pas dans sa réalisation. Au contraire, le besoin de formation, le développement professionnel sont nourris par une formation initiale dense, source non pas de réponses définitives, mais de questionnements qui donc vont être nourris au cours de la vie professionnelle. Dans ce modèle simultané, la dimension professionnelle est forte, dans la phase à la fois de préparation initiale, mais aussi de ce qu'on appelle d'induction, c'est-à-dire d'intégration professionnelle longue dans une phase de transition post-qualification. Et ce sont des périodes qui peuvent aller de 2 à 5 ans, qui sont pratiquées dans de nombreux pays comme le Canada, l'Allemagne, la Finlande, le Royaume-Uni. Et c'est aussi, outre ces pays d'Europe, dans beaucoup de pays d'Asie, où la formation et la formation initiale et continue sont reliées. On a identifié un certain nombre de pratiques très intéressantes sur ce plan en matière de développement de communautés d'apprentissage professionnel, de collectifs,
de coopération, de cercle d'apprentissage, c'était le mot que je cherchais, qui se développent dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud, certaines provinces de Chine comme Shanghai, avec, pour les enseignants, le bénéfice de plusieurs centaines d'heures de formation, de dégagement finalement du travail d'enseignement pour une formation continue qui peut s'étendre sur les 5 premières années d'enseignement et ensuite exister tout au long de la carrière. On a effectivement des cercles d'apprentissage, des communautés d'apprentissage qui se développent à partir de pratiques très coopératives, de coéducation autour à la fois d'enjeux pédagogiques, didactiques, dilemmes professionnels variés, avec comme but la production à la fois de ressources, mais aussi même de publications. Qui n'ont pas évidemment une vocation scientifique, mais qui sont des publications qui permettent de capitaliser par des écrits professionnels et pas seulement en phase de formation initiale, des compétences construites collectivement et qui sont bien souvent très situées. Alors, sur la base de ces comparaisons internationales, dont les limites, évidemment, ont trait à la fois à une tentation qu'on perçoit parfois de standardisation et qui travaille notamment certaines enquêtes comme PISA, justement, mais aussi des tentations d'emprunt, souvent bien intentionnées, de bonnes pratiques dans des contextes dont ne sont pas assez considérées les spécificités. On a plein d'exemples sur certaines aberrations méthodologiques de transfert, y compris dans certaines politiques, de formations qui sont déplacées du nord au sud ou du nord au nord d'ailleurs. Je pourrais développer des exemples nationaux justement de transferts peu instruit justement des spécificités en contexte. Mais en tout cas, sur la base de ces comparaisons internationales, je voudrais souligner rapidement, pour conclure, cinq familles d'enjeux qui placent au cœur d'une offre d'éducation de qualité la question de la formation des enseignants. La première famille d'enjeux, c'est celle que j'ai évoquée précédemment et que je veux scander, c'est la question du continuum de formation, entre formation initiale et formation continue, et en sortant bien sûr de la logique qu'on connaît bien sous nos cieux du plan de formation, et en privilégiant aussi la dimension transversale de la formation. Ce qui ne veut pas dire que ça ne concerne pas les disciplines qui peuvent apporter leur regard et leur contribution justement à ces dimensions de production de compétences transversales. C'est une manière de réfléchir finalement, et c'est important, à la question de l'évaluation des apprentissages, aux troubles de ces apprentissages ou aux difficultés ou aux formes spécifiques d'entrée dans l'apprentissage, qui peuvent d'ailleurs tenir à des contextes très particuliers auxquels il serait bon aussi de former les enseignants, notamment en contexte multiculturel ou plurilingue. La question de la différenciation pédagogique, le travail des disciplines entre elles sur la production de compétences transversales. Dans le modèle français, ça commence bien sûr, mais on reste encore dans une logique, notamment par rapport à ces questions de besoins particuliers, qui n'en a pas, de la formation de praticiens spécialistes de besoins spécifiques. Là où finalement la formation des enseignants ordinaires ne bénéficie que très peu d'apport sur précisément la prise en charge des différences de la variété des formes d'apprentissage qui suppose effectivement de connaître mieux l'enfant, de concevoir aussi la relation éducative. Le deuxième élément, la deuxième famille d'enjeux qui me paraît vraiment important en formation des enseignants, et ce n'est pas un avis personnel, c'est ce que nous enseignent les comparaisons internationales, c'est la place des collectifs et notamment la dimension coopérative des apprentissages, qui sont évidemment, là aussi, pour des tas de raisons, et qui se mesurent aussi dans l'écologie même de l'école, les lieux même, absents dans la formation des enseignants français, qui est assez tubulaire, qu'il s'agisse, on parle des aspects épistémiques ou des aspects physiques de l'exercice du métier, assez cellulaire. Les recherches, y compris celles qu'on a pu mener au niveau justement de l'ADEP, dans une recherche coordonnée par Pascal Guibert et Pierre Perrier sur ces questions, indiquent que la question de la reconnaissance, du sentiment de reconnaissance professionnelle, conditionne largement l'engagement à la fois professionnel, mais aussi en formation, et que cela dépend grandement d'un environnement humain, d'une capacité aussi de se sentir inclus, justement, ou partie prenante d'une communauté
professionnel, reconnu aussi par son institution, son encadrement. Et cela concourt à un sentiment non seulement d'être utile, on parle d'auto-efficacité, vous connaissez ses travaux, mais aussi ouvre à la formation, à l'expérimentation et donc à l'apprentissage. La dimension collective, au sens large du travail éducatif, est évidemment essentielle. Agir et notamment former à agir dans des contextes collectifs, mais aussi à se former à travailler à des enjeux émotionnels du métier, sont, et ça a été montré par un certain nombre de travaux, un facteur d'amélioration des interactions et donc de la qualité de la qualité de vie dans les établissements scolaires. De ce point de vue-là, dans les pays qui sont concernés, ces périodes d'induction, comme on dit, ou d'intégration professionnelle longue, je disais, allant de 2 ans à 5 ans dans des pays comme le Canada, la Corée du Sud ou le Japon, mais en Allemagne, c'est déjà presque 2 ans, sont décisives, apparaissent décisives dans les comparaisons internationales, parce qu'elles y privilégient à la fois le mentorat, le tutorat, le soutien par les pairs, ce que les anglo-saxons appellent le peer-to-peer, que nous, on pourra appeler tout simplement la coéducation. Et dans cet esprit, pour prendre des exemples proches, les exemples néerlandais et allemands sont intéressants, d'une formation pensée en cascade ou par dissémination, qui s'apparente d'ailleurs pas mal avec ce qui se pratique dans certains pays d'Asie, où finalement les enseignants déjà chevronnés sont invités à construire par cercles concentriques des cercles d'apprentissage mobilisant les jeunes et moins jeunes enseignants, manière en fait de nourrir l'idée de collectif et de coopération à travers des formes d'interaction qui, évidemment, privilégient des activités mobilisatrices, centrées sur des dilemmes ou des questions professionnelles communes, et favorisant à la fois la réflexion collective et la délibération pour trouver des moyens, finalement, d'action pédagogique. Le troisième famille de préoccupations ou d'enjeux qui me semble important, c'est tellement évident qu'on pourrait l'oublier, c'est la question du temps. Je l'évoquais précédemment, mais évidemment, on ne se réveille pas un jour en se disant « je vais prendre le temps de me former, d'être inclusif, je vais progresser et me développer dans mon activité ». C'est tout un environnement qui y prépare, qui rend disponible pour cela, qui stimule, qui donne le temps. Alors là, pour le coup, c'est des enjeux aussi financiers, et qui permettent effectivement de se former dans une certaine capacité à la fois de réflexion et de projection. Et cela suppose effectivement de disposer de temps. Cela demande aussi, et c'est lié à un certain enracinement dans la formation. Donc, une formation initiale dense et longue, c'est évidemment une condition forte avec comme composante essentielle la capacité que ça donne à chercher, à douter, à se tromper, à tâtonner, à explorer des scénarios. Et ça, c'est ce qui caractérise finalement une formation des enseignants qui n'est pas justement marquée par l'anxiété, voire disons la rapidité ou un temps très court de formation, comme c'est le cas dans certains pays comme la France. De ce point de vue-là, l'existence d'un effet Mathieu, c'est-à-dire le fait que des personnels déjà formés sont davantage en quête de perfectionnement, eh bien, c'est sensible. C'est ce que montrent aussi beaucoup d'études internationales dans tous les métiers, y compris les métiers de l'enseignement. Une quatrième famille de préoccupations et d'enjeux importants en formation des enseignants, c'est la question du sens du curriculum scolaire, l'articulation des savoirs de référence. Il y a, y compris pour les enseignants, des enjeux d'appropriation des curriculums scolaires au-delà de ce qu'on enseigne soi-même. Dans n'importe quelle organisation humaine, le sens d'une action collective est ce qui conditionne les productions de chacun des membres de cette organisation. Il n'est pas sûr que l'école soit informée de cela. Il n'est pas sûr que l'école soit même pensée pour cela. Et quand ce sens collectif des curricula, c'est-à-dire le fait qu'on sache ce que font les autres disciplines et pourquoi elles le font et en quoi ça résonne sur des objectifs communs.
alors on commence à s'étonner que les enfants eux-mêmes, en tout cas certains enfants, peinent à le saisir, ce sens. Parmi ces savoirs, on peut par exemple isoler ceux relatifs à la promotion des savoirs scolaires à visée transformative, pragmatique, et qui sont de plus en plus orientés sur des enjeux très concrets, des enjeux qui sont d'ailleurs lisibles dans ce qu'on appelle les éducations A. Cela, évidemment, cette évolution donne une fonction nouvelle au curriculum qui devrait être prise en charge de manière massive par la formation des enseignants, parce qu'elle interroge les liens, et donc c'est vertueux de ce point de vue-là, les liens entre les disciplines scolaires ou les matières, en appelant à une conception moins cloisonnée entre ces disciplines. Mais elles appellent aussi de nouvelles formes de travail, afin de favoriser un travail interdiscipline et la construction de compétences réflexives dans le cadre de démarches plus actives. Elles invitent donc à de nouvelles postures professionnelles attendues des enseignants. En quoi y sont-ils formés? Viser le changement de comportement ou de pratique sociale, c'est tout autre chose que de transmettre des connaissances. Et dès lors, pour les enseignants, ça pose la question de comment, au nom de quoi, ces comportements doivent-ils évoluer? Sur quel fondement s'appuie-t-on pour disqualifier en tant qu'enseignant les attitudes existantes et en légitimer de nouvelles? Bref, il y est question de la formation à des éducations qui sont évidemment traversées par une forte dimension normative sur les pratiques sociales. Or, on sait que certaines catégories d'élèves, les plus éloignées souvent de la culture scolaire, peuvent être plus exposées que d'autres à certaines pratiques sociales qui sont contestées par ces savoirs à visée transformative. Il y a donc des enjeux de formation majeurs, des enjeux sociaux aussi et des enjeux de cohésion sociale, de régulation des inégalités, puisque ces pratiques, qu'elles soient culturelles, d'information, d'usage du numérique, de santé ou d'alimentation, elles sont aussi marquées très socialement. Du coup, évidemment, on est bien obligé de considérer qu'il faut former les enseignants qui ont de plus en plus vocation à articuler des apprentissages dans la classe qui visent une transformation des comportements des enfants hors de la classe. Donc, il y a une réflexion épistémologique, pédagogique, qui doit, évidemment, au-delà simplement de la préparation à des concours, nourrir la préparation au métier d'enseignant. Il se trouve que certains le font. À certains égards, on voit que les formations qui sont très fondées sur à la fois la formation initiale et la formation continue, sur des modalités à la fois délibératives, coopératives, de recherche de solutions situées par rapport à des questions professionnelles, et qui ne relèvent pas exclusivement de la question des savoirs, mais qui peuvent en relever aussi, concourt précisément à la mobilisation des enseignants dans des formations très actives et à la fois initiales et continues. Et puis enfin, je veux, ne serait-ce que pour le dire au moins, considérer qu'il y a une cinquième famille d'enjeux qui est essentielle, c'est la question de l'espace scolaire, de l'espace de vie scolaire. Non seulement son accessibilité physique, qui est extrêmement importante, mais aussi sa dimension sociale, humaine, physique aussi au sens de ce que sont les lieux de l'école, l'écologie finalement de l'espace scolaire et comment il peut ou pas concourir à un bien-être, à vivre et à travailler ensemble. Sur ces différents plans, de mon point de vue essentiel de la formation des enseignants, que ce soit la question du continuum de formation, de l'articulation des savoirs, de la dimension relationnelle et coopérative des apprentissages, des temps de l'éducation et de la formation, et enfin de l'écologie de l'espace scolaire. Il y a beaucoup à faire encore pour aller dans le sens d'une éducation de qualité sur la base d'une formation des enseignants qui seraient véritablement préoccupés de cela, mais les comparaisons internationales, à la condition qu'elles soient attentives au contexte éducatif, qui sont aussi des contextes contraints et donc régis par des normes qui ne sont pas transférables mécaniquement, eh bien, ces comparaisons internationales, elles peuvent être, j'en suis persuadé comme je crois vous l'êtes, très éclairantes et très utiles. Je vous remercie de votre attention.